Salut à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode du No Way Podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie, Marie qui est chercheuse. Elle va nous en dire un petit peu plus sur sa personne. Je vais lui laisser le temps de se présenter et puis elle va nous expliquer un petit peu son parcours, ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Alors c'est très intéressant, c'est un parcours qui est très intéressant et surtout un profil qu'on n'a pas forcément l'habitude de recevoir sur des podcasts parce que ça intéresse pas grand monde. Mais vous le savez, moi j'aime bien aller un petit peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir et je trouve que c'est très intéressant d'avoir un profil comme elle qui est dans le milieu de la recherche parce que juste avant qu'on attaque l'enregistrement de ce podcast, ce que je disais à Marie, c'est qu'on a tendance à avoir beaucoup les mêmes profils, mais on a très rarement des chercheurs de par diverses raisons et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion de l'évoquer durant cet épisode. Mais voilà, je suis très content d'avoir Marie et d'autant plus que pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, vous savez, vous connaissez un petit peu ma vision sur la science, comment elle est exploitée, etc. Donc ça va nous permettre de vraiment éclaircir tout ça avec Marie. Donc c'est vraiment Marie, déjà, merci de nous accorder de ton temps. Parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est vraiment très chargé. Donc on va Ouais. essayer voilà, on va essayer de faire un épisode qui soit efficace. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter et puis nous dire un petit peu ton parcours et puis surtout où tu en es à l'heure actuelle parce que tu as comme je le disais, un emploi du temps actuel très chargé et tu vas nous dire pourquoi. Yes, et bah merci Thibaut, bonjour à tous. Donc moi c'est Marie, j'ai 29 ans, je suis en dernière année de doctorat en physiologie du sport. Donc c'est pour ça que j'ai un emploi du temps un peu chargé en ce moment, parce que je dois rendre mon manuscrit dans pas longtemps, donc on finit les recherches. J'ai fait donc un parcours STAPS, licence, master, et j'ai décidé de poursuivre jusqu'au doctorat. Voilà, j'étais ancienne nageuse de haut niveau, d'où mon intérêt pour le sport. Et moi, mes thématiques de recherche, donc c'est tout ce qui est environnement extrême, donc surtout l'hypoxie, donc c'est-à-dire le manque d'oxygène, comme quand on va à la montagne. Et moi, je vais regarder tout ce qui se passe au niveau cellulaire, donc en faisant des prélèvements sanguins et des dosages au laboratoire. Donc c'est vraiment au niveau microscopique que je m'intéresse à tous ces effets-là dans ma thèse. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a... Tu parlais de ton statut d'ancienne athlète et nageuse de haut niveau. Est-ce que du coup, ton cursus, le cursus que tu mènes actuellement, il est lié à des problématiques que tu as pu rencontrer toi en tant qu'athlète? Ou est-ce que, bon an, mal an, en menant tes études, tu es arrivé à approfondir, entre guillemets, dans certains domaines? Et ce qui t'a mené à être sur la thématique de recherche sur laquelle tu es actuellement? Ou est-ce qu'il y a vraiment une cause à effet avec ta pratique sportive? Alors, c'est vrai que bah, du coup, d'avoir fait du sport de haut niveau, ça a fortement influencé mon envie de poursuivre dans une carrière en lien avec le sport. Mais à la base, moi, je voulais être médecin du sport. Donc, j'ai tenté la première année de médecine. À l'époque, c'était la PACES en France. Ok. Et donc, j'ai tenté, donc je l'ai fait deux fois, parce que la majorité, on redoublait. Deux fois, j'ai raté. Donc, c'est un peu frustrant parce qu'on rate un concours en ayant quand même 15 de moyenne. Donc, faut replacer un peu dans le, dans le contexte, mais ça reste un concours. Donc, si ceux qui sont devant ont 18, bah, toi, avec 15, t'es derrière et t'as pas ta place. Donc, après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que t'aimes faire? Enfin, t'aimes le sport, t'aimes la science. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller en STAPS, même si à l'époque, j'avais une mauvaise image de cette filière-là, parce que je me suis dit, bon, bah, j'étais allée aux portes ouvertes et il y avait majoritairement des gars qui voulaient faire du foot toute la journée. Donc, je me suis dit, bon, bah, moi, c'est pas trop ce que je veux faire, mais enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment la seule filière qui semblait correspondre à mes attentes. Et donc, je suis rentrée en STAPS avec l'idée, pas de faire de la physiologie au départ, mais de faire de la préparation mentale. Donc là, c'était un peu un Ok. lien avec ma pratique de la natation, puisque donc j'ai nagé en compétition de mes 8 ans jusqu'à mes 17 ans à peu près. Et la dernière année, donc j'étais en sport-études, je nageais 3 heures par jour et j'arrivais pas à performer le week-end en compète. Et le problème venait de ma tête, venait pas de mes entraînements, puisque tout se passait bien la semaine à l'entraînement, les coachs étaient contents de moi, et le week-end, impossible de performer. Donc ça va être toujours avec un peu cette idée-là dans la tête que je me suis dit, ben, je vais faire de la préparation mentale en rentrant en STAPS, parce que je trouvais qu'on s'occupait beaucoup de l'aspect physique et pas assez de l'aspect mental du sportif. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis quand même rendu compte que moi, ce qui me faisait kiffer, c'était bah, la physio, la natte, vraiment le côté plus lié au corps, en fait.
Et donc, je me suis dirigée progressivement sur une thématique beaucoup plus physio. Et ce qui me plaisait aussi, c'était tout ce qui était conditions extrêmes. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir jusqu'où on pouvait pousser notre corps, qui est une machine extraordinaire, dans des conditions qu'on a parfois du mal à appréhender. Et donc, c'est comme ça, bah, en rencontrant des professeurs, celui qui est devenu mon directeur de thèse, que je me suis dirigée d'abord vers l'étude de l'hypoxie, donc le sport en altitude notamment. Et voilà, en gros, je m'intéresse toujours à la préparation mentale, c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi, mais ma thèse de doctorat, je la fais du coup plutôt en physio. Donc c'est vrai que mon parcours de sportif, ça a quand même pas mal imprimé bah, toute ma scolarité ou mes études après, par la suite. Voilà. Ouais, en principe, c'est souvent comme ça que ça se déroule. Tu vois, je me reconnais assez avec ton parcours parce que moi, j'étais pareil, j'étais dans le milieu donc de la gymnastique. J'ai eu un parcours, alors non pas d'athlète de haut niveau et de très haut niveau, mais j'ai eu un parcours jusqu'au niveau national. J'ai eu l'occasion de partager deux ou trois tournois internationaux, donc déjà un certain niveau de pratique. Et c'est vrai que je me suis souvent rendu compte que euh, l'approche telle qu'on me l'a proposée à l'entraînement était intéressante, mais j'ai eu l'occasion de croiser différents parcours. Et c'est vrai qu'en principe, ça a souvent tendance à nous propulser derrière dans un cheminement lorsqu'on se dirige dans un milieu, dans le milieu du sport. Ça part très souvent de notre cheminement personnel pour nous amener derrière vers un encadrement. Moi, je garde tout le temps en tête cette phrase d'un des premiers entraîneurs que j'avais eu qui m'avait dit cette phrase, qui m'avait dit, tu sais, peut-être que ta plus grosse faiblesse d'aujourd'hui sera ta plus grande force et peut-être même ton métier de demain. Et c'est vrai Mm. que c'est très intéressant parce on se retrouve en effet où c'est vraiment vérifié. C'est vraiment vérifié. Du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus du coup du cheminement de tes recherches? À l'heure actuelle, est-ce que tu exploites vraiment dans un domaine particulier cette recherche ou est-ce que tu es dans l'hypoxie au sens vraiment généraliste du terme? Est-ce que tu es, voilà, est-ce que tu assez spécialisé ou assez spécifique dans un domaine ou est-ce que c'est vraiment plus au sens général? Alors, du coup, bah, la thèse, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est vraiment un travail de recherche qui est nouveau. J'explique un peu pour les gens qui connaissent Ouais, pas bien trop sûr. Bien une sûr. thèse de science. Parce qu'on a souvent, souvent, quand je dis que je fais une thèse, on me dit, ah, mais tu vas être médecin. Ben non, alors certes, il faut une thèse pour être médecin, parce que c'est les premiers qu'on appelait les docteurs, parce qu'à l'époque, c'était les seuls qui avaient des thèses. Mais aujourd'hui, il existe une multitude de thèses. On peut être docteur en astrophysique, docteur en histoire de l'art. Et moi, je serais donc docteur en physiologie du sport. Donc c'est très spécifique ce que je fais. Mais pendant mon cursus, bien sûr que du coup, j'ai étudié tous les processus d'entraînement à l'hypoxie, les processus d'entraînement à la chaleur. Là, dans ma thèse de doctorat, on s'est intéressé aussi à l'entraînement en antigravité. Donc, c'est avec un tapis qui permet d'alléger le poids de corps. Donc, pour réduire les risques de blessures, les contraintes musculo-squelettiques, etc. Donc ça m'a permis de lire aussi des articles qui étaient en lien avec la NASA, avec les astronautes. Enfin voilà, donc c'est quand même j'ai, je pense, beaucoup de connaissances, mais en tout cas dans ma thèse c'est très spécifique puisque on s'est intéressé à différents protocoles d'entraînement, donc que ce soit en hypoxie, à la chaleur ou en antigravité, dans différents contextes avec différents sports. Et ensuite, par contre, les mesures transversales, c'était donc des mesures qu'on faisait, on prenait donc des échantillons de sang et on dosait des marqueurs au laboratoire qui étaient, donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est le stress oxydant et les défenses antioxydantes. Donc Ok. c'est cette balance là qu'on a dans l'organisme. Donc en gros, pour faire simple, dès qu'on respire de l'oxygène, on va avoir des petites molécules qui vont se créer et qui vont venir attaquer nos cellules. Donc ça peut induire des dommages aux lipides, aux protéines, à la membrane cellulaire directement. Et pendant longtemps, il y a eu cette théorie du vieillissement qui était causée par ces petites molécules qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont pas seulement nocives, mais qu'elles sont nécessaires pour avoir des adaptations, notamment au niveau musculaire, dans l'adaptation à l'hypoxie, etc. Et c'est toute une question de balance en fait. Ces petites molécules, quand elles sont produites en petite quantité, eh ben, on va avoir une réponse adéquate du corps. Donc, c'est-à-dire que le corps va augmenter ses défenses antioxydantes, notamment au niveau des enzymes. Et donc, ça permet d'augmenter sa capacité d'entraînement, de mieux réagir à l'hypoxie ou enfin, plein de paramètres encore. Et donc, moi, c'est vraiment à ça que je m'intéresse. Donc c'est très spécifique.
Quand on pense à l'entraînement, on pense pas forcément à ça tout de suite. On pense tout de suite, je sais pas, au lactate, à la fréquence cardiaque et tout Mhm. ça. Mais on a, nous, cet aspect-là qui est non négligeable, puisqu'après, on peut faire le lien avec plein de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives. On sait que l'alimentation, ça peut avoir un impact aussi sur ce stress oxydant, ces défenses antioxydantes. Donc moi, j'analyse ça dans un contexte sportif. Mais je sais que, par exemple, dans mon équipe, il y en a qui vont analyser ça dans un contexte de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Donc c'est Ouais, vraiment... il y a une vraie transversalité entre ton milieu de la recherche appliqué au sport et le milieu assez générique. C'est vrai que la recherche, notamment, alors tu me diras si je dis une bêtise, mais je sais que je m'y intéresse un petit peu plus là depuis quelques temps. Et c'est vrai que c'est un petit peu le sport, je pense que c'est un petit peu un laboratoire de recherche privilégié en termes d'extrapolation finalement de toutes les réactions du corps humain. Moi, j'ai toujours pour habitude de réfléchir de la manière suivante, c'est de me dire, finalement, en Formule 1, on teste beaucoup de choses, par exemple, au niveau des moteurs, au niveau des hydrocarbures, etc., pour le mettre au service de la voiture de monsieur et madame tout le monde. Et j'ai l'impression que le sport, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu un laboratoire où on pousse les choses à l'extrême pour derrière en amener des déclinaisons sur le commun des mortels, finalement. Oui, c'est vrai que en général, c'est plus simple d'étudier des gens qui sont en bonne santé, des sportifs, parce que bon, quand on fait de la recherche, il faut avoir plein d'autorisations pour pouvoir faire des prélèvements chez des gens, faire des biopsies ou je ne sais quoi. Donc c'est souvent plus simple d'étudier des sportifs. Alors je parle pas des sportifs de très haut niveau professionnel, parce que là, il y a d'autres problèmes après qui rentrent en ligne de compte, mais juste des gens actifs, sportifs, voilà, c'est souvent plus accessible que d'étudier des gens dans certaines pathologies qui sont déjà fatigués, qui ont une perte de masse musculaire, donc c'est moins évident. Et effectivement, d'étudier des gens sportifs en bonne santé, ça peut nous permettre d'avoir un modèle de base. Et avec des phénomènes qu'on va observer chez eux, on peut essayer de tirer des hypothèses pour expliquer certains cas pathologiques, notamment avec l'hypoxie par exemple. Donc c'est vrai que, comme tu dis, ça peut être un laboratoire où on peut pousser les choses à l'extrême et après nous aider à mieux comprendre certaines pathologies dans un autre type de population, effectivement. Alors c'est très intéressant, il y a un mot que j'ai retenu, mais parce que on a déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet, c'est cette notion d'hypothèse. J'aimerais que tu nous la développes parce que moi je suis quelqu'un de très cartésien et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui la recherche et l'aspect comment dirais-je, l'aspect très théorique des choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le milieu et dans le monde du sport, a tendance à prendre un petit peu le dessus, peut-être à le prendre un petit peu trop. On parle Mm. beaucoup de données, on parle beaucoup de data, on parle beaucoup, mais finalement, une fois qu'on a ces données, une fois qu'on a ces data, une fois qu'on a toutes ces données de manière générale, on sait finalement plus trop quoi en faire, on sait plus trop vers quoi se retourner. Et qui plus est, on sait que bah, la plupart du temps, quand on mène des études qui sont menées en laboratoire, alors que ça soit dans ton milieu ou dans des milieux un petit peu plus simplifiés, sur des méthodologies d'entraînement, etc., on se rend compte que la plupart du temps, il y a des choses qui sont pas forcément duplicables du fait que bah, on n'est pas en laboratoire, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les bonnes métriques, on n'a pas forcément plein de choses. Et il y a un mot qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette notion, comme je te disais, d'hypothèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, finalement, lorsqu'on fait une étude, et ça c'est quelque chose, tu vois, que j'ai mieux compris quand tu avais fait un épisode avec Guillaume où tu expliquais justement cette notion d'hypothèse et j'aimerais que tu nous expliques ce fait parce que très souvent on dit, bah voilà, il y a une étude qui a été menée et dans l'étude, la conclusion a été la suivante. Et j'ai beaucoup Mm. aimé cette notion d'hypothèse. Est-ce que tu peux nous extrapoler un petit peu ce que je viens de dire? Ouais, alors je vais vous raconter un peu comment ça marche quand on Ouais, construit une étude tout à scientifique. fait, ouais. En gros, déjà on fait une revue de la littérature, donc c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un sujet, donc par exemple, je vais dire l'entraînement en hypoxie la supplémentation en nitrate, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc en fait, on va aller lire les articles qui ont déjà traité de ce sujet, ou alors qui s'en rapprochent, pour essayer de trouver des manques qu'il y a dans cette littérature, pour se dire, bah moi aujourd'hui j'ai cette idée. Et je vais essayer de combler ce manque-là, puisqu'on n'a pas de données dans la littérature par rapport à ça. Donc déjà, ça demande un gros travail préliminaire, parce qu'il faut se taper plein d'articles à lire, les comprendre. Ça, c'est pas évident aussi, parce que toute la littérature scientifique est en anglais.
faut comprendre les stats, comment elles ont été faites, comprendre les résultats, etc. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait cette revue de littérature, on va poser enfin, l'objectif de notre étude et nos hypothèses. Donc nos hypothèses, ça va être, ben, par exemple, on a construit un protocole, on a imaginé un protocole et on va dire, bah, on pense que les valeurs vont évoluer dans tel sens, que le groupe contrôle va pas changer ses valeurs, que le groupe exercice va augmenter ses valeurs, etc. Ensuite, on fait notre protocole. Donc là, pareil, il faut regarder par rapport à ce qui a déjà été fait dans la littérature, si on s'intéresse à l'exercice, quel type d'exercice, quelle durée, combien de temps, quel type de population, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des sportifs, des moins sportifs, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte aussi. Ensuite, on fait ce protocole, donc avec tous les biais que ça peut comporter, parce qu'on les études chez l'être humain, ben, on peut pas tout contrôler comme chez l'animal. Bah voilà, l'être humain, le soir, il rentre chez lui, on contrôle pas forcément sa diète, on contrôle pas comment il dort, comment il s'hydrate, quelles interactions sociales il a pu avoir. Enfin, bref, donc il y a plein de biais qu'il faut essayer de maîtriser le plus possible. Ensuite, on a nos résultats, donc il faut faire des statistiques. Les statistiques, ça, c'est un gros point aussi. Euh, en fait, il faut déjà trier ces données. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des données brutes et on va faire donc des moyennes, des écarts types, etc. Et en fonction de la discipline dans laquelle on va décider ou pas d'exclure toutes les valeurs qui vont s'éloigner un peu trop de la moyenne. Donc Ok. là, déjà, il y a un biais. Parce qu'on se dit, bah tiens, si on enlève les valeurs trop extrêmes, qu'est-ce que ça implique après derrière dans nos résultats? Si par exemple, je dis une bêtise, si c'est dans le cadre où on teste un médicament, si on enlève ces personnes-là qui sont à l'extrême, est-ce que c'est pas des gens qui pourraient déclencher des effets secondaires à ce médicament après, puisqu'ils réagissent pas comme la norme, comme Mhm. la majorité de la population? Donc ça, c'est à garder à l'esprit aussi. Et finalement, en plus de ça, il peut y avoir une extrapolation qui peut être très importante au vu du nombre de personnes que tu testes. Admettons, vous êtes sur un échantillonnage de, je sais pas, 50 personnes. Admettons, ces personnes-là, sur les écarts types, on se retrouve avec ne serait-ce que peut-être 5-6 personnes. Si on le duplique à grande échelle, on peut se rendre compte que ça peut être, ça peut très vite prendre une ampleur extrêmement importante. Oui, c'est ça. Et puis il y a cette notion d'échantillon aussi, de puissance statistique. Plus ton échantillon est grand, donc plus tu vas inclure un nombre important de participants, plus les statistiques que tu vas sortir auront une puissance, donc comment dire, un impact important. Plus ce sera fiable, en fait, entre guillemets. Mhm. Si par exemple, des fois, tu lis des articles, ils ont testé 6 participants. Qu'est-ce que tu peux conclure sur 6 personnes? C'est vrai que Six c'est très personnes. intéressant et notamment dans le milieu du sport, c'est vrai que c'est Oui. très souvent le cas et pour le coup avec alors moi on en reparlera peut-être après, je vais te laisser finir mais c'est vrai que très souvent on est sur des échantillonnages qui sont très faibles dans le milieu du sport Ouais. et qui plus est, en plus, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas forcément lire. Moi, par exemple, je ne sais pas lire une étude scientifique, parce que Mais c'est super dur. c'est quand même extrêmement complexe. Mais je vais te laisser terminer, je pense qu'on reviendra après sur ce sujet parce que c'est très intéressant. Ouais, donc du coup, bah, donc il y a ces stats-là. Ensuite, il faut essayer de choisir les bonnes statistiques. Parce que moi, j'avais un prof au lycée qui disait la statistique, c'est la science du mensonge. Donc à partir de là, les statistiques, on le voit bien des fois avec nos politiques à la télé. Les statistiques, on peut faire dire un peu ce qu'on veut. On peut essayer de s'arranger pour que les résultats aillent dans notre sens. Même si on a cette rigueur et cette éthique scientifique, ces dernières années, il y a plein d'articles qui ont été retirés des journaux parce qu'il y avait du coup, enfin, c'était pas reproductible au niveau stats et tout. Ils avaient un peu modifié les résultats. Donc ça, faut garder ça en tête, de se dire, OK, ils essayent de nous montrer ça, mais potentiellement, il y a peut-être ça peut potentiellement peut-être vouloir dire d'autres choses, en fait. Et ce qui est top, c'est qu'en plus de ça, ce que tu disais tout à l'heure, il y a la notion de biais, la notion de Oui. biais de perception. C'est la fameuse notion du verre à moitié vide et à moitié plein. En effet, certains vont le voir comme quelque chose qui va aller dans leur sens, et puis d'autres vont aller dans le sens inverse. Donc en effet, je pense qu'il y a une certaine, alors je vais utiliser peut-être un mot fort, mais une certaine manipulation du chiffre qui fait Il y qu'on a peut lui une faire dire un petit peu comme on veut, ce qu'on veut. Ouais, en fait, moi, je pensais très naïvement que la science, c'était très carré, très cartésien, comme on peut se l'imaginer. Et en fait, j'expliquerai après, mais il y a une grosse notion de subjectivité aussi, parce que toi, tu vas voir des résultats,
en fonction de tes connaissances et de quel milieu scientifique tu viens, tu vas les interpréter d'une certaine façon. Mais quelqu'un qui va lire les mêmes résultats, qui n'a pas le même background scientifique, va les lire d'une autre façon, en fait. Donc, ça aussi, faut toujours replacer une étude dans son contexte, savoir qui l'a écrit, de quel labo c'est, à quoi ils s'intéressent les chercheurs quand ils ont fait cette étude, etc. Donc ça, c'est ultra important aussi. Et donc, une fois qu'on a donc on a fait nos statistiques, on a les résultats, on a des beaux graphiques et tout ça, eh ben, il faut écrire la discussion. Donc, c'est-à-dire discuter nos résultats au vu de la littérature aussi. Donc, c'est-à-dire d'autres études qui ont fait des choses qui se rapprochent un peu de notre étude. Donc là, c'est la partie plus complexe parce que c'est clairement une discussion. Donc c'est alors oui, on s'appuie sur d'autres articles qui sont déjà publiés, mais comme je disais, toi, tu vas pouvoir trouver une hypothèse pour expliquer tes résultats, mais quelqu'un d'autre à côté va peut-être trouver une autre hypothèse. Donc ça aussi, faut garder ça en tête. Toujours Donc, ce qui garder veut dire qu'il y a l'idée. une influence. Ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a une influence, alors aussi importante ou pas soit-elle, une influence finalement des autres articles de littérature qui vont venir influer cette discussion et le raisonnement, clairement. Oui, alors après, c'est vrai que tu essayes quand même de choisir des articles qui sont dans le même champ disciplinaire que toi pour pas avoir des choses qui Ouais, n'ont bien aucun. entendu. Ouais. Donc moi, si je parle d'hypoxie dans le milieu du sport, bah, je vais quand même me référer à d'autres articles qui ont traité de l'hypoxie dans le milieu du sport. Je vais peut-être pas forcément aller chercher des articles qui ont traité de l'hypoxie dans un milieu pathologique comme le cancer, même si Ouais. parfois ça peut nous aider aussi à trouver des hypothèses pour expliquer certains résultats. En tout cas, Euh, qui vont venir appuyer, mais pas forcément étayer l'entièreté de ton propos, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, faut toujours garder à l'esprit que nos résultats qu'on apporte, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc, des fois, on n'a pas forcément, on trouve pas forcément une explication dans d'autres articles. Donc, on émet des spéculations. On dit, bah voilà, par exemple, on a tel marqueur qui augmente. Donc, on peut spéculer que c'est relié à tel autre marqueur qu'on a vu qu'il y avait une augmentation aussi. Mais ça reste des hypothèses. Donc, c'est à prendre toujours avec des pincettes. Et ensuite, une fois qu'on a déroulé cette discussion, on prend notre conclusion. Et la conclusion, c'est juste un résumé de ce qu'on a détaillé dans toute l'étude. Donc, imaginons, j'ai testé un exercice de sprint répété en hypoxie avec une supplémentation en nitrate. On a vu que ça modifiait les paramètres du stress oxydant chez cette population. Basta, c'est juste une conclusion. Et c'est pas les gens qui prennent les conclusions des études en disant bah oui c'est vrai c'est comme ça marche comme ça bah non faut lire tout ce qu'il y avait avant et bien garder en tête que c'est chez un certain type de population garder que l'échantillon est peut-être très faible donc que ça montre pas comment une population globale peut réagir donc c'est pour ça que c'est complexe de lire des études Ouais, scientifiques. et ça, c'est vrai que j'ai l'impression que, tu vois, on le retrouve beaucoup, et c'est intéressant ce que tu dis. On retrouve beaucoup de gens aujourd'hui qui, euh, par biais de confirmation, viennent tout le temps ajouter dans la discussion. Oui, mais la littérature scientifique dit que. Oui, Oui, mais en fait, si tu veux, j'ai l'impression que alors, ouais. c'est très. Enfin, j'ai l'impression que c'est très récent, tu vois, ça fait 1 ou 2 ans, où vraiment, quand les gens n'ont plus d'arguments, oui, mais telle étude a Mm. montré que. En fait, les gens sont Ouais. pas en capacité, tu vois, d'avoir un Non. raisonnement avancé en disant, bah voilà, moi je vais argumenter, je vais donner mes arguments, voilà, je pense que Mm. pour telle et telle raison. Et ça, c'est vrai que moi, tu vois, c'est un truc qui a tendance à me dépasser. Et comme on disait précédemment, en plus de ça, la plupart des gens qui vont mettre cet argument en avant, la plupart sont incapables de lire Ouais. une étude ou une revue scientifique. Enfin, Oui. comme tu disais tout à l'heure, c'est extrêmement complexe. On en découvre toutes les facettes, les facettes de comment on mène une étude, comment ça se compose. Vous imaginez bien que enfin, c'est pas la portée de n'importe qui. Moi, aujourd'hui, très honnêtement, je ne lis pas de revue scientifique pour cette raison, parce que je ne suis pas compétent dans la matière. Il faudrait peut-être qu'un jour je fasse l'effort de demander à quelqu'un de m'expliquer comment on analyse de manière simpliste, entre guillemets. Mais encore une fois, quand on analyse les choses de manière simpliste, on peut en tirer des conclusions qui, des fois, peuvent être erronées. Aujourd'hui, c'est quelque chose, tu vois, qui a tendance moi, m'agacer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde te confirme, oui, mais la science a dit que. Oui, Ouais. sauf que la plupart des gens qui le disent sont en incapacité. Alors déjà, d'une, sont en incapacité d'interpréter les résultats. Et en plus de ça, comme tu le dis, on est sur un raisonnement où on s'est rendu compte que. Mm. Donc,
L'hypothèse qu'on pourrait en dégager, c'est qu'en effet, une supplémentation en nitrate amènerait probablement à ce type de résultat. Mais encore une fois, ça n'est jamais des certitudes. Est-ce que toi, par rapport à ce que tu as vu dans ton cursus, avec les gens avec lesquels tu peux travailler, est-ce que vous faites les mêmes réflexions ou est-ce que bon, bah, pour le coup, vous êtes un peu en retrait de ce genre de discussion qu'est-ce que t'en penses, toi? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, c'est vrai que j'en parle pas trop de ça avec mes collègues, c'est plus des réflexions que j'ai avec moi-même, on va dire. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours, enfin en tout cas dans mon équipe de recherche, on essaie toujours d'être le plus juste possible, bah, j'espère que dans toutes les équipes de recherche c'est comme ça, mais d'essayer d'avoir le moins de biais possible dans les études, de contrôler le plus de choses. Mais tu vois, moi par exemple, je suis persuadée, mais ça n'implique que moi, hein, ce n'est que mon avis, que les dosages que je réalise au laboratoire, si je prends les mêmes échantillons et que je fais réaliser les dosages par une autre personne un autre jour, je suis persuadée que les résultats seront différents. Parce qu'il y a de la variabilité interindividuelle, il y a de la variabilité dans les réactifs qu'on utilise pour faire les dosages, il y a de la variabilité dans la température du labo, il y a de la variabilité en fonction de la personne qui prend les échantillons, qui va les mettre dans la plaque, etc. Donc, il f- en biologie et en physiologie, on peut pas être catégorique à 100%. Enfin, moi, je pense qu'il faut toujours prendre des pincettes. Et on le voit, par exemple, avec les protocoles d'entraînement en hypoxie. Oui, tu as des études qui vont dire, ah bah par exemple, la répétition de sprint en hypoxie, ça marche super bien chez des athlètes. Ouais, mais ce que tu sais pas aussi, donc je parle des gens qui connaissent pas, hein. Ce que tu sais pas, c'est que bah il y a, je sais pas, 10% d'athlètes qui vont mal réagir à l'hypoxie. Et ces athlètes-là, bah, ce sera pas bénéfique pour eux. On va devoir les faire s'entraîner en normoxy, donc avec 21% d'oxygène dans l'air. Alors oui, on va te dire le RSH ou je sais pas, aller 3 semaines en altitude, c'est trop bien, ça va augmenter ta production de globules rouges, etc. Mais faut pas oublier qu'il y a certaines personnes, certains athlètes, ils ont beau être entraînés et ultra en forme, bah l'altitude pour eux ça va pas marcher et ça va être délétère. Donc il y a toujours cette, il faut, en fait je pense qu'il faut toujours, c'est une question d'équilibre. Faut pas être sûr de soi en disant ça marche, c'est vrai à 100%, c'est comme ça. Il faut aussi se rappeler que la science, c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais qui te dit que dans 20 ans on n'aura pas d'autres preuves qui vont aller dans le sens inverse. Par Et puis exemple. après, je pense qu'il y a il y a une nuance aussi qui est importante. Tu parlais de contexte. Je pense que tu vas faire un stage en altitude en plein milieu de la cordillère des Andes où tu as un niveau de pollution qui est proche de zéro et tu vas faire un stage en altitude au-dessus de Grenoble à la même altitude. Ouais, ouais. Je pense très honnêtement que tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc c'est vrai que ce que tu disais, la notion Ouais, c'est sûr, hein. du contexte, aujourd'hui on s'arrête à des métriques d'altitude, mais on prend pas en compte la qualité. Tu vois, pour faire une transversalité, sur la nutrition, c'est pareil. On te dit Ah bah oui, mais oui, tu ah bah la comprends, si tu nutrition. manges une banane, c'est tant de calories, tant de machin, etc. Oui, sauf que les métriques il y a 20 ans, une banane et les métriques d'aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes, les valeurs nutritionnelles ne sont plus les mêmes. Bien Donc sûr. en fait, elles sont pas cultivées au même endroit dans le monde. Donc ça déjà, bah, ça peut avoir un impact énorme. T'imagines bien que si elles sont cultivées en Martinique, où les gonzes ils sont bombardés de chlordécone, forcément la valeur nutritionnelle de ta banane sera peut-être pas forcément la même. Et ça, je pense que c'est les gens ont du mal à, j'ai l'impression, ont du mal à mettre en relief ça et prennent la science comme une vérité absolue. Et c'est là où je trouve que ton propos va sans doute éclairer beaucoup de gens. C'est de dire, même toi qui est dans ce domaine, des fois, ça arrive à te, alors pas te choquer, mais en tout cas à te dire, ah oui, moi qui pensais que le domaine de la science était quelque chose de Oui. très carré, finalement, ça allait peut-être pas tant que ça, quoi. Et puis il y a aussi, plus tu apprends des choses, plus tu te rends compte que tu sais rien au final. Parce que là, entre guillemets, ok, je suis spécialiste de l'hypoxie, du stress oxydant, mais en fait là, je suis en train d'écrire ma thèse, et plus je lis des articles, et plus je me dis, mais en fait, tu connais rien par rapport à l'immensité du De la savoir qu'il y connaissance de a. ce qu'on a, ouais. Et les gens alors, surtout sur les réseaux sociaux, qui te disent, ah oui, mais moi je sais, c'est comme ça, je suis Ouais. sûre. Et t'as envie de leur dire, allez, c'est bon, reste derrière ton écran, ce sera très bien comme ça. Mais c'est pour ça que d'un côté, la science, enfin, quand tu fais ce que je fais, ça te permet de rester humble et te dire, ok, j'apprends beaucoup de choses, c'est super, c'est très intéressant, ça fait travailler ta tête.
Mais en fait, je connais une partie infime de tout ce qu'il y a à savoir sur la physiologie et sur le fonctionnement du corps humain. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier, quoi. Ah bah c'est une donnée même c'est une donnée extrêmement importante. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure d'équipe. J'ai relevé que tu parlais souvent de cette notion de travail en équipe. Comment ça fonctionne un petit peu une équipe de recherche? Vous travaillez tous sur la même thématique? Vous mettez en commun? Comment ça fonctionne? Ouais, alors c'est vrai qu'on travaille en équipe, on peut pas mener une recherche scientifique tout seul, c'est Ok, impossible. Donc moi, c'est un peu particulier parce que mon doctorat, je l'ai fait entre la France et le Canada. Donc j'étais 6 mois en France, 6 mois au Canada et ça pendant 3 ans. Donc je dépendais de deux équipes de recherche. Et donc en fait, donc l'équipe de recherche, il y a un chef, souvent c'est enfin, c'est un professeur qui est chercheur aussi. Et en général, effectivement, les membres de cette équipe travaillent sur la même thématique globale, pas forcément dans le détail, on travaille pas forcément dans les mêmes choses, mais c'est une thématique globale. Moi, par exemple, mon équipe à Lyon, je suis la seule à travailler sur les sportifs. Tous les autres travaillent sur des populations pathologiques, donc ok, des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Par contre, nos mesures enfin, traitent des mêmes sujets, donc ça va être l'hypoxie, le stress oxydant, le monoxyde d'azote, etc. Parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est des processus qu'on va retrouver dans les deux types de populations, sportifs et personnes ok. malades. Donc il y a quand même une thématique globale, même si après, dans les faits, on travaille sur des choses différentes. Ok. Est-ce que tu as vu, parce que ça c'est intéressant, je pense que c'est peu de gens, ou après je me trompe peut-être parce que je connais pas forcément le milieu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça, comme toi tu peux le faire, c'est-à-dire à moitié une partie du temps sur l'année au Canada, une partie sur l'année en France? Et pour le coup, est-ce que j'imagine que c'est une approche qui est hyper enrichissante parce que ça doit être des méthodes qui doivent être un petit peu différentes. Est-ce que tu peux nous parler justement peut-être de ces différences qu'il y a entre le Canada, on prend souvent en référence le Canada dans la démarche, dans l'entraînement sportif, etc. On sait qu'ils sont relativement à la pointe, même si en France, je pense qu'on n'est pas en reste. On a quand même des gens qui restent quand même extrêmement pointus. Cet épisode est sponsorisé par la marque Larocque Fitness, concepteur et fabricant français de matériel de fitness. Disposant d'une large gamme de produits allant du matériel classique pour salle commerciale jusqu'au matériel de musculation en passant par une large gamme dédiée à l'entraînement fonctionnel, Larocque propose du matériel de très haute qualité et le tout made in France. Son savoir-faire, son expertise et sa quête perpétuelle d'innovation dans le milieu du fitness font d'elle une marque de référence sur le marché. S'appuyant sur les préparateurs physiques et entraîneurs de terrain, Larocque développe sans cesse de nouveaux outils pour répondre aux demandes et aux exigences de terrain, équipant ainsi de très nombreuses structures de très haut niveau. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque et vous équiper avec ce qui se fait de mieux en matière de matériel de fitness? C'est le moment d'en profiter et de bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de leur gamme grâce à notre collaboration. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Extrêmement compétent, mais on sait que le Canada, c'est un peu la hype du moment. Est-ce que toi, tu t'en es rendu compte ou tu penses que en France, on reste quand même très solide dans le domaine? Alors pour rester sur le domaine des études, c'est pas courant de faire une thèse entre deux pays parce que c'est des contraintes administratives qui sont très chiantes, il faut le dire, parce qu'il faut faire 2 fois plus de dossiers, enfin 2 fois plus de demandes, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, mais même si ça a été contraignant, je m'estime quand même chanceuse d'avoir pu faire ça parce que comme tu dis, j'ai pu bénéficier de deux approches différentes, de deux expertises différentes. Après, je pense que en France, on a quand même un super bon niveau et qu'on n'a rien à envier au Canada, à part les infrastructures universitaires. Mais Ouais, j'imagine. ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, dans la recherche, non, je pense qu'on s'en sort très bien parce que tu vois, même il y a les mêmes problèmes là-bas de trouver des financements, enfin, pouvoir mener pour pouvoir mener ses recherches correctement. Euh, je dirais que après, c'est des expertises qui sont complémentaires. Tu vois, moi, en France, je dépendais plus d'une équipe où l'expertise était plutôt biochimique. Donc avec tous Ok. les marqueurs que j'ai analysés, etc. Et au Canada, c'était une expertise qui était plutôt sur la performance sportive, vraiment l'entraînement en hypoxie, des marqueurs plus comme la fréquence cardiaque, l'oxygénation musculaire, le lactate, donc des choses qu'on a plutôt l'habitude de voir. Mais je dirais enfin, sincèrement, je pense qu'on n'a rien à envier au Canada en termes de recherche ou même d'entraînement. Alors c'est vrai qu'ils ont été précurseurs
pendant longtemps. J'ai eu un de mes profs, c'était le premier à faire de la préparation physique au Canada, enfin au Québec en tout cas, il y a plus de 40 ans. Et c'était incroyable de l'entendre parler de ces méthodes qui, lui, au début, a expérimenté ça de manière empirique. Et après, en travaillant avec les chercheurs, bah, ils ont pu voir ce qui marchait moins bien. Et donc ça, c'était chouette. Mais je pense qu'aujourd'hui, non, on a rien à envier au Canada. Et je pense que nous, on s'en sort très bien en termes de préparation physique ou d'entraînement. Oui, je pense qu'en effet, il y a une grosse différence sur sur l'aspect vraiment structurel des choses. Tu en parlais tout à l'heure. Je pense que clairement, pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis ou au Canada, se sont rendus compte que les structures, qu'elles soient sur le plan d'un point de vue universitaire ou même d'un point de vue des infrastructures sportives, on est vraiment, vraiment dans un autre monde parce qu'il y a une vraie, Ouais. il y a une vraie culture autour de ça que malheureusement on n'a peut-être pas forcément en France. Moi, je reste assez persuadé quand même que en France on a un vrai potentiel en matière de matière grise. Malheureusement, peut-être sous-exploité, peut-être sous-payé, peut-être, enfin pour diverses raisons, on est amené à avoir une fuite un petit peu des cerveaux ailleurs. Je trouve ça bien dommage. Est-ce que toi, par rapport à à ta pratique sportive, parce que je sais que tu t'entraînes encore pas mal, tu fais un petit peu de CrossFit, euh, est-ce que ton approche de l'entraînement a été un petit peu modifiée par toutes les études, par toutes les recherches que tu as fait? Est-ce que maintenant tu as une autre manière de t'entraîner? Ou est-ce que tu dis, ben tiens, finalement, la manière dont je m'entraînais était peut-être pas si loin de la réalité, mais ça te permet en tout cas peut-être de mieux comprendre les choses? Comment tu abordes l'entraînement maintenant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors certes, je traite de l'entraînement, etc., mais je m'intéresse tellement à des choses ultra spécifiques que des fois, la base, je sais pas que j'ai tendance à l'oublier, mais des fois, ça me passe un peu au-dessus de la tête, tu vois. Genre, par exemple, juste construire une séance de muscu, il y a des fois, je suis là à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je recherche? L'hypertrophie, la force, parce que je suis tellement, des fois, dans une niche, un truc ultra précis que les choses de base, j'ai tendance des fois un peu à les mettre de côté. Et comme on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, je prends toujours des progs d'entraînement bah, que ce soit de Guillaume ou d'autres, voilà. Parce que j'aime bien aussi aller à l'entraînement et avoir l'esprit un peu plus tranquille, tu vois, de me dire, ok, je me base sur des programmations de quelqu'un d'autre, parce que je sais très bien que si c'est moi qui me fais ma prog, je vais pas la Ça sera suivre. biaisé. Ouais. Ouais, voilà, ce sera biaisé ou je serais plus à me dire, bah non, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Alors que si je sais que c'est quelqu'un d'autre qui l'a pensé, qui l'a réfléchi et que c'est bien établi comme ça, je vais me dire, ok, bon, bah là, je vais vraiment suivre ce qu'il a prévu, toute la planification, etc. C'est peut-être un peu bête, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je Non, non, fonctionne. je pense qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. Tu vois, moi, sur pas mal de choses, et ça m'arrive d'aller prendre de la programmation ailleurs, ou en tout cas, juste parce qu'en fait, alors c'est pas par flemme, c'est juste tout simplement, en effet, comme tu dis, je pense quelque chose qu'on a acheté, on s'impose plus forcément à le faire que quelque chose qu'on a fait par soi-même. Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, je pense il y a un facteur aussi où, en effet, on peut avoir des fois un raisonnement un petit peu biaisé, des fois peut-être se mettre soit un petit peu en sur-régime, soit Mm, peut-être des fois avoir tendance à oublier des paramètres, comme tu disais, assez essentiels, assez basiques, mm, juste parce qu'on est peut-être un petit peu trop dedans et qui font que derrière, ça devient un petit peu tout et n'importe quoi. J'aimerais qu'on revienne sur vraiment sur le cœur de ce que tu fais en termes de recherche. Tu as parlé d'hypoxie, tu as parlé d'exposition à la chaleur, etc. Moi, c'est un sujet qui me parlait pas forcément, mais qui m'a parlé il y a allez, 2 3 ans, quand j'ai couru un triathlon sur Alpha Ironman. Et là où je me suis rendu compte que donc j'ai eu l'occasion de participer à 2 Alpha Ironman, la même course, au même endroit, etc. Donc les paramètres étaient globalement les mêmes. Par contre, il y a des paramètres qui ont changé. Ça a été les paramètres au niveau de la chaleur qui ont mm, changé. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette notion de l'impact de la chaleur sur le corps humain. Parce qu'on on sait que ça a un impact. Mais alors moi, enfin, vraiment, j'ai été assez scotché de voir la- l'étendue finalement des dégâts que peut créer la chaleur. mm. Ouais. Très souvent, on se dit bon bah ça va créer peut-être un petit peu plus de soif, etc. Mais enfin ça va vraiment vraiment très très loin. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, sans trop rentrer en détail, mais ce que toi tu as pu mettre en place, que tu as pu mettre en œuvre dans ta recherche et les impacts
peut-être qu'on sous-estime avec justement cette notion de chaleur. Ouais, alors la chaleur, moi, c'est vrai que les protocoles là que j'ai intégrés dans ma thèse, c'était de la répétition de sprint à la chaleur comparée à de la répétition de sprint en hypoxie. Donc chez Ok? des athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques. Donc là, on s'intéresse vraiment à des athlètes de très À haut très haut niveau. niveau. Mais j'ai quand même lu pas mal de trucs sur la chaleur. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaleur, ça va augmenter tout ce qui est contraintes cardiovasculaires, tout ça. Parce qu'en fait, donc le corps évacue la chaleur par la sudation et surtout l'évaporation de cette sueur. Et en fait, pour ça, il va falloir avoir une vasodilatation au niveau de la peau, donc c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont augmenter leur diamètre pour pouvoir évacuer cette chaleur. Donc en fait, on a une partie du flux sanguin qui, au lieu d'être dirigée vers les muscles pour supporter l'effort, va être redirigée vers la peau pour permettre la sudation et l'évaporation, donc pour thermoréguler. Donc déjà, ça peut impacter fortement ta capacité à l'effort puisque tu vas avoir moins d'oxygène du coup qui va être amené au niveau de tes muscles par le sang, puisque une plus grande partie de ton flux sanguin va être amenée vers la peau. Ok? Ok? Donc au final, tu vas avoir des muscles qui vont être un peu plus hypoxiques. Donc là, on retombe sur l'hypoxie. Il y aura moins d'oxygène dans tes Oxygène. muscles, donc tu vas plus vite dériver vers des processus anaérobies et moins aérobies du coup. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et comme je le disais, le corps thermorégule au moment de l'évaporation de la sueur. Donc si, bah, tu vois, par exemple, bon, dans l'eau, c'est un autre, parce qu'il y a la convection et tout ça, c'est encore autre chose. Mais si par exemple, tu as des vêtements qui empêchent l'évaporation de cette sueur, bah, en fait, au bout d'un moment, ta température centrale, elle va faire que monter puisque il n'y aura pas d'évaporation qui va se passer au niveau de ta surface cutanée. Donc il y a ça et tu vas te déshydrater aussi au fur et à mesure parce que comme tu vas suer, donc tu vas perdre de l'eau, tu vas perdre des électrolytes. Donc au bout d'un moment, bah, les processus musculaires, tout ça, ils vont moins bien se passer et tu vas avoir une perte au niveau de ton plasma. Donc pour faire simple, le sang, il est composé de globules rouges et de plasma. Le plasma, c'est la phase liquide. Et donc, tu vas avoir une diminution de ton volume plasmatique, ce qui va faire que ton sang va devenir plus concentré et du coup va avoir tendance à moins bien circuler parce qu'il va devenir plus visqueux. Donc, Ok. tout ça mis ensemble, bah, ça peut que impacter ta performance derrière. Mais Alors, du coup, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver comme phénomène? Forcément, alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une forte augmentation de la fréquence cardiaque, ah bah donc oui, qui s'explique par tout le procédé que tu ouais. as pu nous expliquer là. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme Et autre dégâts, ben entre du guillemets? coup, ouais, alors augmentation de la fréquence cardiaque, déshydratation, douleur musculaire, parce que bah du coup tu vas aller, comme je disais, sur des processus plus anaérobies, donc tu vas avoir, alors je vais le redire, c'est pas le lactate qui provoque la douleur musculaire, c'est les ions H+ qui sont produits avec. Donc tu vas avoir une acidification de ton sang, donc des muscles qui sont plus hypoxiques, donc moins d'oxygène, etc. Donc et ce sera surtout hyper désagréable parce que tu vas pas te sentir bien, tu vas avoir cette contrainte cardiovasculaire qui va augmenter. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que bah, la performance elle est moins atteignable et que ton effort est beaucoup plus désagréable. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux t'acclimater à la chaleur. En à peu près 14 jours, tu peux Ok. avoir une acclimatation à la chaleur. Donc si par exemple tu sais que tu vas avoir une compétition, c'est ce qui s'était passé pour les athlètes. Bah, alors à Tokyo, je crois qu'ils n'avaient pas trop fait d'acclimatation, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas très bien. Vous avez beaucoup fait pour Rio. Ouais, voilà, pour Rio. Mais du coup, quand tu sais que tu vas avoir une compétition dans un environnement chaud, bah, l'idéal avant, c'est d'essayer de t'entraîner. Si tu peux arriver 14 jours avant sur place dans l'environnement chaud pour t'acclimater, bah, c'est bien. Mais après, si tu peux pas, il y a d'autres méthodes comme par exemple, bah, tu fais ta séance de sport et après tu fais un sauna pour augmenter la contrainte thermique. Tu fais des bains chauds, même si bon, aujourd'hui, les résultats, encore une fois, sont un peu contradictoires dans la littérature,
mais on peut s'acclimater à la En tout cas, chaleur. il y a des stratégies qu'on peut Oui, il mettre y en a des place. stratégies, Je oui. sais que, alors je sais pas si tu as poussé de ce côté-là, en tout cas dans tes recherches, mais je sais que les triathlètes sont très en pointe, notamment là-dessus, parce qu'on sait que justement, l'évacuation de la chaleur est devenue l'une des priorités majeures, notamment avec les équipements, alors particulièrement sur ceux qui sont sur du format long, Alpha Ironman ou Ironman. On rappelle, pour un Ironman, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 3 km et 42 km pardon, un marathon pour finir l'épreuve. Donc c'est des contraintes qui peuvent être majeures, notamment on sait qu'à Nice, par exemple, l'Ironman de Nice est extrêmement contraignant. Particulièrement également les championnats du monde qui se déroulent à Hawaï, où là en effet la plupart des professionnels partent bien 2 semaines et demie, 3 semaines en effet avant la course pour aller sur place, pour bah, bien entendu repérer la course. Après la plupart la connaissent déjà très bien, mais en tout cas pour essayer de s'acclimater et de prendre en considération un petit peu tous ces paramètres. Est-ce que, donc tu nous as parlé de la chaleur, tu nous as parlé également de l'hypoxie. Est-ce que ces notions-là sont transversales ou est-ce qu'on se rend compte que c'est deux choses qui finalement sont différentes? Est-ce qu'il y en a un qui va interagir sur l'autre, etc. Comment on peut percevoir les choses de manière assez simple sur ces deux aspects? Alors, il y a bah, c'est pas une nouvelle thématique, mais en gros une thématique récente qui s'intéresse à l'adaptation croisée. Donc, c'est-à-dire Ok, comment euh, t'acclimater à un stress pourrait être bénéfique à une exposition ultérieure à un autre stress. Donc, ok, typiquement, t'acclimater à la chaleur pourrait être bénéfique à une exposition à l'hypoxie. Parce que, effectivement, il y a des phénomènes physiologiques qui sont un peu en commun, notamment le fait qu'il y ait moins d'oxygène qui arrive aux muscles quand tu fais de l'exercice. Donc dans le cas de la chaleur, c'est parce que tu as plus de sang qui va vers la peau pour la sudation, enfin l'évaporation. Et en hypoxie, c'est juste que bah, comme tu as moins d'oxygène dans l'air, bah, in fine, il y a moins d'oxygène qui va arriver à tes muscles. Et donc, on se pose la question de savoir si effectivement, si tu fais un protocole d'acclimatation à la chaleur ou un protocole d'entraînement à la chaleur, les adaptations qui vont en découler ne seraient pas bénéfiques pour une exposition à l'hypoxie ensuite. Par exemple, ça peut passer par l'expansion du volume plasmatique, donc c'est ce que je disais ok, tout à l'heure, ouais, parce ce que que tu l'expliquais. quand tu vas à la chaleur, bah, ton plasma, le volume de ton plasma va diminuer. Et un des but de l'acclimatation à la chaleur, c'est de réaugmenter ce volume plasmatique parce qu'après le corps, bah voilà, il se remet à fonctionner normalement. Donc ce volume plasmatique réaugmente. Et si donc tu as un volume plasmatique qui est plus important, le fait d'aller en hypoxie après, parce qu'on sait aussi que quand tu vas en hypoxie, il y a une perte de volume plasmatique par d'autres phénomènes, et ben le fait d'avoir augmenté ce volume, est-ce que du coup ça va t'aider à mieux t'adapter à l'hypoxie derrière? Tu vois, Ok, c'est des phénomènes un petit peu comme ça. ouais, bien Donc c'est sûr. très, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées à ça parce que bah, toutes les contraintes que ça peut engendrer, mais c'est un nouveau champ d'études, on va Et est-ce dire. que tu penses que du coup, pour le coup, ça peut avoir un intérêt justement de croiser un petit peu ces protocoles, ces processus, de par le fait qu'on sait que peut-être certains process sont peut-être assez violents, assez taxants en matière euh, taxants pour le corps, pour être Mm. très simple. Est-ce que tu penses que du coup, peut-être que le fait de croiser justement ces différents protocoles, on peut peut-être arriver à générer des adaptations d'un côté mais qui seront peut-être finalement de manière détournée un petit peu plus douce que de rentrer en condition frontale. Ouais. Quel est ton avis, toi, sur le sujet, même si, encore, comme on disait, c'est assez neuf comme thématique. Quel est Mm. ton avis sur le sujet? Bah, moi, je pense que c'est plus simple de mettre en place un protocole d'entraînement à la chaleur et de s'acclimater à la chaleur Ok, que d'aller faire des séances en hypoxie. Alors, même si aujourd'hui, il y a des centres où ils ont des chambres hypoxiques alors que tu es au niveau de la mer, mais c'est pas le même. C'est pas, ça a un certain coût. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, l'hypoxie, il y a des athlètes qui vont super mal réagir, alors que la chaleur, on peut quand même, je pense, plus se faire à la chaleur qu'à l'hypoxie. Euh, donc, pour des athlètes qui chercheraient à performer dans des environnements extrêmes, je dirais peut-être d'abord chercher à s'acclimater à la chaleur et après voir si bah, effectivement il y a des bénéfices à l'hypoxie. Mais encore une fois, si les athlètes n'ont pas de course en altitude ou quoi,
je vois pas l'intérêt d'aller faire un protocole d'entraînement en altitude. Sauf si bah voilà, tu veux augmenter ta quantité de globules rouges, donc tu vas passer un mois à 2500 mètres d'altitude. Mais encore une fois, après, avec tout ce que ça peut comporter derrière, une augmentation de la viscosité de ton sang, etc. Donc, Puis après, comme tu disais, il y a cette, la notion, pour être très factuel, la notion de capacité et faisabilité des choses. oui, C'est quand même en effet beaucoup plus facile de s'exposer à la chaleur que d'aller s'exposer à des altitudes. Nous, c'est facile, on est dans le secteur. Je crois que toi, tu es sur Lyon. ouais. Moi, je suis pas très loin de Lyon, je suis sur Annonay. Mm. Nous, on reste quand même assez proche des montagnes. Pour le mec qui est à Lille, forcément, il aura peut-être beaucoup Ouais. plus de, même si Lille, en termes de chaleur, c'est pas la panacée, il aura quand même beaucoup plus de facilité à s'exposer sans doute à la chaleur qu'à aller s'exposer à l'altitude. C'est intéressant du coup, je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que finalement il y a beaucoup d'athlètes selon toi qui sont peut-être dans la mauvaise direction en surcoûtant peut-être Mm. l'exposition à l'altitude, etc. Moi, ça me faisait toujours rire quand je voyais les stages de l'équipe de France quand ils montaient à Tignes et puis il disait, on va faire un stage d'oxygénation, les mecs, ils y restaient 5 ou 6 jours, quoi. Ça me Ouais, bah, faisait ça toujours sert un à petit peu rien. sourire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, alors c'est un petit peu de manière même plus générale par rapport à toi, ton œil de scientifique, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être un petit peu surcotées, ou en tout cas, on le fait juste un peu plus pour la hype que vraiment pour l'intérêt que ça a? Alors c'est vrai que bah, l'entraînement en altitude, je pense que c'est un des types d'entraînement qui est le plus documenté dans la littérature parce qu'il y a plein de types d'entraînement d'altitude aussi. Donc c'est pareil, quand on parle d'entraînement d'altitude, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'un living low, training high, donc c'est-à-dire qu'on vit au niveau de la mer et qu'on va juste faire les séances d'entraînement en altitude? Est-ce qu'on parle d'un living high, training low, donc c'est-à-dire on vit en altitude et on s'entraîne au niveau de la mer pour garder les niveaux d'intensité assez élevés? Est-ce qu'on parle de répétition de sprint en hypoxie, où là bah, tu fais ta semaine d'entraînement normale au niveau de la mer et 2 ou 3 fois dans la semaine, tu intègres des séances, souvent en chambre hypoxique, de répétition de sprint. Donc ça dépend de ton sport, ça dépend de tes objectifs, ça dépend, ouais, enfin il y a plein de paramètres en fait à prendre en D'une compte. multitude de paramètres, ouais. Exact. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, là, tu vois, il y a eu les échantillons de sang que j'ai récupérés. C'était des protocoles d'entraînement qui ont été faits en altitude pour les JO de Paris, donc avec Ok. différents athlètes. Euh, Moi, j'analyse que le côté biochimique, donc effectivement, côté performance, je sais pas trop ce que ça a donné, je sais pas s'il y a eu des bénéfices ou pas. Ce serait intéressant d'aller voir, mais je sais pas si les articles sont sortis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même ultra bien encadré, en tout cas pour les sportifs de haut niveau, pour les sportifs élites. Je pense que si on les fait aller en altitude, c'est quand même qu'il y a un intérêt. Sinon, ils perdraient pas leur temps à monter en altitude, à passer un mois à Tignes ou ailleurs. Par contre, après, c'est plus pour les sportifs peut-être un peu amateurs de dire, ah ouais, je vais aller 3 semaines en altitude, booster ma production de globules rouges. Ouais, mais attends, déjà, faut savoir comment tu t'entraînes, comment tu vas rester en altitude, comment tu réagis, est-ce que tu as diminué ta charge pour après la réaugmenter progressivement? Est-ce que tu es sûr d'en tirer les bénéfices quand tu vas faire ta performance ensuite au niveau de la mer? Parce qu'il y a ça aussi. En fait, tu t'entraînes en altitude avec un niveau de performance X, mais souvent, après, ta compétition, elle est au niveau de la mer. Donc, tu as 21% d'oxygène dans l'air. Est-ce que tu es sûr que les gains que tu as eu en altitude, tu vas les retrouver le jour de ta Ouais, bien perf? sûr. Donc, il y a une fenêtre de performance. On sait que quand on redescend dans les 2 jours qui suivent, là, les performances, elles sont au taquet. Après, tu as une baisse et après, tu as de nouveau une augmentation de tes performances. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, je pense que pour les sportifs de très haut niveau, professionnels, c'est très bien encadré et ils savent ce qu'ils font. Ce serait plus pour les sportifs amateurs où je dirais, bon, là, il faut réfléchir avant d'aller te coller 3 semaines à Tignes, quoi. Mais j'ai l'impression que ça dépend vraiment, tu vois, ça, alors ça c'est un sentiment, c'est une impression, est-ce que j'ai raison ou pas, j'en sais rien, mais je me rends compte ça dépend beaucoup des domaines, ça dépend beaucoup des sports et des domaines, et j'ai l'impression que c'est très souvent impulsé par une ou deux personnes qui, dans une fédération, sont vraiment à la pointe d'une méthodologie, sont à la pointe d'un process, d'un procédé, etc., Mm. qui fait qu'on arrive à le mettre en place et qui a vraiment un recul. Mais enfin, en tout cas, encore une fois, c'est un avis que je donne. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de choses où on a tendance
à surcoter certains effets. Ouais. Et je pense que des fois, on a tendance à aller dans certaines directions juste parce que c'est un peu la mode du moment. Tu vois, en ce moment, c'est très mode zone 2. Ouais. La zone 2, j'ai l'impression que les gens le découvrent. La zone 2, ça fait quand même déjà un bon petit moment qu'on connaît les intérêts de la zone 2 pour tous les bénéfices que ça apporte. Et j'ai l'impression qu'il y a des effets, des phénomènes de mode, mais ça a été ça a toujours été, c'est de tout temps, quoi, tu vois. Mais j'ai l'impression que des fois, on a tendance à sous-coter peut-être certaines choses très simples à mettre en place et peut-être mettre beaucoup de moyens sur d'autres où finalement, il n'y a peut-être pas forcément une vraie incidence, comme tu disais. Et par rapport justement à cette exposition à la chaleur et à l'hypoxie, est-ce que tu penses que l'impact également va être le même pour les sports d'endurance ou pour des sports un petit peu plus autour de la force? Bien entendu, les adaptations physiologiques sont pas les mêmes et peut-être que bah, on aura certains domaines où en effet ça sera très intéressant et puis peut-être que d'autres ça le sera peut-être beaucoup moins. Oui, oui. Bah, en général, les protocoles donc d'acclimatation, d'entraînement à la chaleur ou d'entraînement à l'hypoxie, ça se fait classiquement sur des sports d'endurance. Donc course à pied, vélo, natation, bon, pas trop, mais plutôt Je sais des que ça se sports fait beaucoup aussi d'endurance. dans le biathlon. Je sais que dans le biathlon et Ouais, biathlon dans le ski aussi, de fond, ouais. je sais ils sont assez pointus. Alors, notamment en France, je sais Mm. qu'ils ont mis pas mal de process à ce niveau-là. Justement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense que ça dépend vraiment de la dynamique. Il suffit d'avoir deux ou trois éléments un petit peu à la pointe dans certaines fédérations. Et je pensais notamment justement au biathlon et au ski de Mm, fond. mm. Mais en effet, il y aurait plutôt une tendance sur les sports d'endurance, Ouais. C'est sur vrai ces que process-là. les sports de force ou juste, tu sais, où on fait des tests de musculation, par exemple, ou de force max, c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup d'études là-dessus. C'est vraiment majoritairement des sports d'endurance, bah, course à pied Ouais, classique, bien évidemment. vélo. Mais c'est vrai que tu vois, si je prends par exemple ce qu'on a fait nous pendant ma thèse, effectivement, les sports, bah, que ce soit, donc c'était natation, triathlon, eux, ils ont fait un protocole plus long, donc où ils étaient en altitude pendant longtemps, enfin 3 semaines ou un mois par rapport à des rugby women, donc là c'était que des filles, où elles faisaient que des sessions de répétition de sprint, elles. Donc Ok. c'est-à-dire qu'elles avaient leur semaine d'entraînement normale au niveau de la mer, enfin pas en altitude, et 3 fois par semaine on leur intégrait une séance de sprint, répétition sprint en hypoxie. Ok. Donc, effectivement, en fonction des sports, on va pas chercher les mêmes protocoles, on va pas chercher bah, peut-être les mêmes altitudes, on sait rien. Mais oui, il y a des différences selon les sports. Et à mon sens, c'est pas encore assez documenté là-dessus. Parce que, comme je te disais, on a beaucoup de données sur la course à pied et le vélo, mais on n'a pas beaucoup d'études sur les autres types de sports, peut-être plus musculaires ou avec Ouais. plus de force, ou j'en sais rien, ou Peut-être tout des simplement sports. peut-être tout simplement parce qu'on sait que l'effet est peut-être un petit peu plus relatif Ouais, sur ces disciplines-là. Et c'est sans doute, je pense, l'une des raisons qui fait que la science s'y intéresse peut-être pas forcément beaucoup. Peut-être qu'il y a d'autres gains sur lesquels on peut encore aller gagner, aller gratter avant peut-être d'aller sur ces aspects-là. Ça, ouais, je pense. c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Ok. Du coup, ton actualité générale, quand est-ce que tu dois passer officiellement ta thèse? Alors déjà, donc le manuscrit, je dois le rendre en octobre, Ok. dans pas si longtemps que ça passe très vite. Et la soutenance, ce sera mi-décembre à Lyon. Ok, d'accord. Et du Voilà. coup, après, comment ça marche finalement une fois qu'on a eu cette thèse, qu'on est docteur dans le domaine, est-ce que toi déjà tu as des idées vers lesquelles tu vas t'orienter ou est-ce que pour le moment ça reste encore peut-être un petit peu flou et tu prends peut-être les choses les unes après les autres? Je vais prendre des vacances déjà. J'imagine. Des grandes vacances. Mais là, je suis plus en mode, je vais prendre enfin, les choses les unes après les autres, pardon. Après, voilà, une fois qu'on a une thèse en physiologie du sport, ben, on peut rester chercheur, enfin devenir enseignant-chercheur à l'université, donc donner des cours et faire de la recherche en labo. On Ok. peut intégrer de la recherche privée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je sais que j'aimerais bien soit travailler à l'INSEP à Paris ou alors avec l'armée.
Ça, c'est quelque chose qui Ok. m'intéresse beaucoup. Voilà, il y a plein. Est-ce que tu as été peut-être déjà, alors sans forcément citer de nom ou quoi que ce soit si c'est le cas, est-ce que tu as été peut-être déjà approché par des fédérations, par des clubs, etc. Ou est-ce que c'est pas forcément de coutume? Non, alors je sais pas si ça marche vraiment comme ça, parce que bah, nous, c'est vraiment de la recherche académique, entre Ok. guillemets, ce qu'on fait. Donc, si peut-être ma recherche est vraiment révolutionnaire, peut-être que on viendra me Des portes chercher. vont Mais, s'ouvrir? Ok. ouais, peut-être. Mais là, pour l'instant, non. Après, bah, je sais que mes directeurs de thèse aimeraient bien continuer à travailler avec moi. J'ai des connaissances un peu à droite à gauche, donc je suis pas trop inquiète pour la suite, mais je prends une Voilà, chose. tu prends les choses les unes après les autres, Ouais, c'est ça. C'est j'imagine. ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien entendu, très active sur Instagram parce que tu partages beaucoup. D'ailleurs, je vous invite, je vous mettrai le lien donc de ton compte sur Instagram parce que tu partages beaucoup de choses et c'est super intéressant parce que tu vulgarises justement beaucoup de choses qui peuvent paraître parfois et qui le sont hein, pour le coup très complexes et tu nous vulgarises ça de manière extrêmement habile, extrêmement intéressante pour moi qui ne suis pas un fervent de la science. Je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter tes réels et à lire tes posts parce que vraiment tu as une capacité à simplifier les choses qui est assez remarquable. Donc du coup on peut te retrouver sur Instagram, peut-être d'autres Ouais. Non, principalement Instagram. principalement. J'aimerais bien développer ma chaîne YouTube après, mais Ok. ce sera pour après la thèse, je pense. Après la thèse et les vacances. Ok, Ouais, bah c'est ça. écoute, c'est top. En tout cas, Marie, vraiment, merci de ton temps, du temps que tu nous as donné. Je pense Ouais. que c'est sans doute pas l'épisode qui va le plus marcher. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent, entre guillemets, du putaclic, mais Buzz. du buzz. Mais en tout cas, moi, j'étais ravi de te recevoir parce que les gens qui vont regarder cette vidéo prendront sans doute beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir finalement comment fonctionne vraiment l'univers de la science. Donc vraiment merci merci pour le temps que tu nous as donné et Merci bah, à bien toi. entendu pour finir cet épisode, il est de coutume de finir par mon fameux mantra, seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Donc n'ayez pas peur d'aller un petit peu à contre-courant, d'aller chercher vos propres raisonnements et de ne pas attendre que les choses tombent toutes cuites. Marie, encore mille merci. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, bye.